Le biomimétisme au secours des développeurs. Un titre étonnant, non? Comment un martin pêcheur, un arbre tropical, une méduse et même une pastèque viendraient-ils au secours de nos développements? Comment les abeilles nous apprendraient-elles les concepts de solide? Eh bien, c'est ce que nous allons voir dans ce 57e épisode de DevDevDev.net. Bien, bien, et ben bonjour, bienvenue pour ce 57e épisode de DevDevDev.net. Aujourd'hui, on va avoir un nouvel épisode qui fait un peu suite aux épisodes qu'on avait eu avec, notamment avec Bruno Boucard et Rui et Cavallo. Et pour cet épisode qui est modestement intitulé le biomimétisme, j'étais sûr que j'allais me planter, le biomimétisme au secours des développeurs, je reçois Christophe Bréret Gérardin, bonjour. Bonjour. Donc tu es CTO chez Zenica Paris, et coach technique, conférencier, auteur et créateur de contenu. Et C'est ça. également Arnaud Anglade, bonjour. Bonjour. Technical coach, formateur et également co-organisateur de l'événement Agile Pays Basque. Donc, et c'est là où justement, c'est lors de cette conférence que j'avais assisté à la conférence de Christophe que j'avais trouvé très, très intéressante et qui, même si elle venait du monde Java, si je ne me trompe, elle est complètement applicable à n'importe quel type de développement. Et donc, ça fera du bien également aux développeurs .NET d'écouter cet épisode. Donc, alors le titre, il peut interpeller, le biomimétisme au secours des développeurs. Bon, on va dire, dans la techno, dans le développement, on a des câbles, on a de l'acier, on a du verre ou ce genre de choses. Mais alors, le biomimétisme, la biosphère, on n'a rien du tout dans ce type-là. Ah, voilà, donc le biomimétisme au secours des devs et non pas la biométrie. Oui, comme j'avais dit, oui. Donc là, vous avez mon LinkedIn si vous voulez me suivre, parce que comme tu l'as dit, je suis créateur de contenu. En tout cas, le monde du développement, c'est complexe, hein. Il y a plein de choses à penser. N'importe qui peut écrire du code, n'importe qui peut pondre quelque chose qui va fonctionner, mais ce qui est compliqué, c'est quelque chose qui est durable, maintenable, compréhensible par d'autres humains, parce qu'on n'est pas éternel en tout cas, sur le logiciel. Et les choses qu'on fait changent, évoluent et parfois on est convaincu d'une chose à un instant T et on peut changer, on peut évoluer demain. Et notre monde bouge beaucoup, il y a plein de trucs qui apparaissent, le cloud, en ce moment c'est l'IA, et cetera. Et donc il faut se tenir à jour parce que sinon on ferait encore du COBOL sur des écrans, monochromes. Donc comment bien faire son métier? Là, c'est quelqu'un qui a voulu, écrire où était l'Intermarché? Donc il a mis le panneau et on peut se dire: «Bah, voilà, c'est un métier simple, hein, mettre un panneau ou dessiner le panneau». Mais il faut s'assurer que la personne qui dessine le panneau ait son permis de conduire parce que là, si on suit, ce qui est écrit, bah, on est en sens inverse sur le rond-point. Un rond-point, ça se prend pas vers la gauche. Donc ça semble plus compliqué que ça ne l'est et image suivante, c'est pour les plus jeunes, c'est un répondeur. C'est un truc qu'on mettait sur nos téléphones fixes pour, on n'était pas là et donc là, là, c'est la doc du répondeur qui indique ce que chaque touche du répondeur fait et on voit ça souvent, dans l'informatique, qui mettent ça en commentaire. Oui, les commentaires, oui. Voilà, donc voilà, ça paraît plus compliqué, donc ça, c'est une vraie doc, hein et sinon ça, c'est sur les cartons de pizza qui dit qu'il faut ouvrir la boîte avant de manger des pizzas. J'imagine qu'il y en a qui ont essayé de faire l'inverse, ça a pas bien marché. Donc bien faire son métier et pas le faire, bêtement et parfois, il y en a qui connaissent plein de choses et qui essayent de tout mettre, en même temps. Et ça, si vous voyez pas ce que c'est, un appareil qui sert à refroidir la soupe qui est dans la cuillère. Alors il y a plus simple, hein, je vous assure. On souffle dessus, ça marche. Et là, il y a un QR code vers le code du FizzBuzz, si vous connaissez. FizzBuzz, c'est un jeu pour les enfants, anglo-saxons, où ils doivent compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et cetera. Sauf qu'ils disent pas 3, ils disent Fizz, ils disent pas 5, ils disent Buzz, et puis les multiples de 3 et 5, ils disent FizzBuzz. Et donc, faut comme ça, chacun à tour de rôle, et le but, c'est de pas se tromper. Et donc, le code, il est extrêmement simple, mais quand on clique sur ce QR code-là, c'est tous les patterns du monde qui existent qui ont été intégrés dans ce code, ce qui fait qu'il est illisible tellement il est.
il est surchargé de patterns, c'est fait exprès, hein. Et Mmh. voilà, ne faites pas ça, ne montrez pas que vous savez, faites simple. Et en fait, comme notre monde évolue, bah, il faut apprendre tout en travaillant et c'est complexe parce que, on a appris des choses, on a commencé à travailler, notre monde évolue, il faut réapprendre tout en continuant à travailler. Donc comment faire? Eh ben, moi, j'ai une idée, c'est de s'inspirer de la nature. Donc le biomimétisme, c'est l'imitation de la nature pour résoudre les défis humains. Là, vous avez, le Shinkansen, c'est l'espèce de TGV, japonais dont le bec, enfin dont le nez s'est inspiré du bec du martin-pêcheur. Martin-pêcheur, c'est un oiseau qui est super fort, à la pêche et avec son nez comme ça là, il pourfend l'eau et il chope le poisson sans qu'il ait le temps de le voir arriver et Tu vas pas me et dire la que manière le train, il fait la même chose ou pas? ouais, ouais, si, il va faire la même chose, tu vas voir. Et il pourfend l'eau d'une certaine façon qui fait qu'il est ses ailes sont pas éclaboussées, donc il peut repartir tout de suite. Et ben, le train, il fait la même chose quand il rentre dans un tunnel. Il pourfend le tunnel d'une certaine façon que par rapport aux autres trains, japonais qui étaient là-bas, et ben, il a une réduction, d'électricité de 20 et une augmentation de sa vitesse de 10. Et Mmh. également l'acoustique, que ce soit pour les gens à l'intérieur ou les riverains qui sont autour, c'est une acoustique améliorée. Un deuxième exemple, c'est, les panneaux solaires. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais, le panneau solaire, il est orienté d'une certaine façon et quand le soleil, quand la Terre tourne, parce que c'est la Terre qui tourne et pas le soleil, bah, il y a un bon moment, il est plus alimenté. Donc là, c'est un panneau solaire, qui prend exemple sur les tournesols. Le tournesol, il est tout le temps tourné vers le soleil. Donc, vous regardez, il bouge toute la journée, il bouge jusqu'au soir. Et ben là, c'est pareil, c'est un panneau solaire qui s'oriente suivant le soleil et pas la lune comme sur l'image. Et donc, il est auto-alimenté en plus avec le soleil. Donc voilà, ça permet de maximiser le temps d'exposition. Et ça, c'est un verre qui est qui est sur la plage. On a remarqué que quand il y a la marée haute, eh ben, il est complètement recouvert d'eau. Mais par rapport à nous, il fixe 40 fois plus l'oxygène que nous. Donc, il peut rester longtemps sous la mer. Et donc, on va s'inspirer de ça. Il y a des essais qui sont en train d'être faits. C'est pas encore, on est en train de regarder comment il fait pour s'inspirer, pour pouvoir faire des transplantations d'organes. Donc, pour pouvoir, quand on enlève l'organe, qu'il soit le plus longtemps possible non oxygéné et sans que ça pose des soucis. D'accord, donc là, on a des exemples justement d'applications concrètes dans le réel, qui sont complètement inspirées de ce qui se passe, dans la nature. Mais alors, on peut faire ça avec du code également? Voilà. Donc là, c'est l'industrie ou l'énergie ou l'industrie pharmaceutique et on peut faire ça. Pourquoi on ne pourrait pas faire ça? Alors soit on s'inspire réellement, soit ça nous donne des moyens mémotechniques pour mieux retenir les choses. Mmh. Donc déjà, bah, je pense que déjà les Linuxiens, bah, ils s'inspirent un peu de la nature parce que ce sont un peu des pingouins et de l'autre côté, on a les Apple, bon voilà, donc ça s'inspire aussi de la nature. Il y a que les Windows qui, bon, vous êtes inspirés d'une fenêtre. De quelque chose qui n'est pas naturel. Donc moi, tu l'as dit, donc je suis Christophe Jardin, donc CTO, Zenica Paris. Il y a plusieurs agences à Zenica et moi je suis donc CTO de l'agence de Paris. Je suis coach tech, donc j'accompagne des équipes et des organisations à mieux développer, mieux s'organiser, mieux découper. Je suis auditeur. Quand je fais des audits, j'aime bien dire que le code, c'est comme une blague, hein. S'il faut l'expliquer, c'est qu'il est pas bon. Je suis formateur, surtout dans le domaine du craft. Donc, le craftman, c'est un alchimiste du code, hein. Il rend le code, il change le code en or, en fait. Et sinon, je suis conférencier, auteur j'ai fait une trilogie de livres sur le test. Et ce que j'aime bien dire, c'est tester, c'est coder, parce que d'autres diront d'autres choses. Et je m'insurge contre ça. Créateur de contenu, vous avez mon LinkedIn, tous les jours un post. Aujourd'hui, c'était sur les frameworks JavaScript et Obi-Wan qui dit mais tu étais l'élu. Oui, avec des magnifiques images, générées par intelligence artificielle d'ailleurs. Voilà. J'ai été enseignant aussi en école d'ingénieur 4e année sur le craft. Mmh. Je ne parlerai pas de la génération Z qui arrive, méfiez-vous. Sinon, je suis développeur, tech lead, architecte, CTO grand programme, c'est ce que j'étais avant d'arriver chez Zenica. Oui, Et donc, donc ça, c'est le livre que j'ai écrit.
Le Ouais, donc collectif. le livre qui s'appelle Culture Test, enfin, Ouais. c'est le premier tome. On peut le trouver facilement. C'est quelque chose qu'on trouve sur Amazon, On peut ou- le télécharger sur le slide d'après, gratuitement en format PDF. Sinon, bah, il faut me connaître, je peux vous en donner. Et peut-être qu'on peut se le faire, il coûte 29 €, on peut se le faire envoyer, mais on peut l'obtenir gratuitement, chez D'accord. Octo. Quand j'étais chez Octo, c'est là où je l'ai écrit. D'accord. Ouais, je mettrai les liens sur le post de l'émission. OK. Et donc, si on commence par parler de legacy, donc le legacy, hein, c'est quelque chose de, enfin, dans l'informatique, quand on en parle, c'est plutôt négatif. Dans le vrai monde, c'est quelque chose dont on hérite. Donc, on peut hériter de choses bien, on peut hériter d'une maison ou d'autres choses. En informatique, souvent, c'est une connotation négative où c'est du code difficile à faire évoluer, qui est illisible, qui contient une collection d'anti-patterns, tout est mélangé, qui retarde les mises en production et du coup, qui demande une charge cognitive très importante. Je suis d'ailleurs en train d'écrire un livre là-dessus. Et donc, bah, oui, Ouais, non, je vais dire, c'est ce qui t'arrive en ce moment, Arnaud. C'est du vécu en ce moment même. Oui, tout à fait, ouais. Là, je suis en train d'accompagner quelqu'un pour justement simplifier leur application où il y a un petit legacy. Bah, après, c'est comme tout, les legacy, ça veut dire qu'une application vit, qu'elle a des users et qu'elle est monétisable, donc c'est plutôt pas mal. Là, le problème par exemple, de mon client, c'est qu'il y a un peu trop de complexité accidentelle dans l'application. Donc forcément, au bout d'un moment, les chains sont compliqués à amener parce que potentiellement, il y a plusieurs abstractions qui peuvent ne pas servir ou plusieurs objets pour représenter le même concept. Et le truc, c'est forcément, dans une application, des fois, il faut faire des choix, des compromis. Des fois, il faut aller vite parce qu'il faut shipper quelque chose pour avoir un client, etc. Donc, on ne maîtrise pas tout le temps les choses. Et même quand on veut les maîtriser, on peut vite s'apercevoir qu'on ne les maîtrise pas. Mhm. C'est juste que, à un moment, c'est comme tout, c'est comme une maison, il faut l'entretenir et faire en sorte, qu'elle, se casse, qu'elle tombe pas sur elle-même. Justement, en parlant de maison. dans l'image d'avant, on voyait une chambre qui est un peu, en anglais, on dit Ah oui, messy. pardon. On dit messy. Et bon, si vous remarquez la personne qui est là, vous aurez, et vous êtes un peu dans le milieu du football, vous aurez compris le jeu de mots. Et donc oui, en parlant de maison, parfois il faut, ce que les gens pensent, c'est que, bah, il faut, tout détruire pour tout reconstruire. Sauf que tout détruire pour tout reconstruire, bah, on a quelque chose qui vit, qui apporte peut-être de la valeur, qui rend des services ou qui ramène de l'argent. Et qu'est-ce qu'on fait avec ce legacy? Est-ce qu'on arrête la roadmap produit, et puis on redéveloppe quelque chose d'à côté et après on fait une un changement big bang? Ça, en général, pas trop, donc ça continue à évoluer. Donc il faut reporter ce qui est modifié sur le legacy, il faut le reporter en continu sur nouvelles choses. Et là, on a 2 équipes, une équipe qui travaille sur un vieux truc, mais avec plein de fonctionnalités, et une autre équipe qui travaille sur quelque chose de tout nouveau, neuf, on va dire, ou propre, mais avec, très peu de fonctionnalités, et l'une court après l'autre, et ça pourrait créer des jalousies, et cetera. Et une fois qu'on met en prod, et ben, on a des données qui sont arrivées à l'instant T, donc il faut arrêter pour reprendre les données, et cetera. Et donc on arrête le logiciel pendant quelque temps. Mhm. Et tout ça, c'est pas sans risque, en fait. Et donc, si on s'inspire de la nature, je ne sais pas si vous connaissez cet arbre-là. C'est un arbre tropical, donc il y en a pas en France, mais il s'appelle un figuier étrangleur. Quand il y a une forêt surchargée, et ben, lui, il a la particularité d'avoir des racines externes. Donc ce qu'il fait, c'est qu'il s'entoure autour des arbres et il monte vers la lumière, et puis au bout d'un moment, il commence à l'étrangler jusqu'à le remplacer, et c'est comme ça qu'il se fait un peu de place, dans la forêt. Et ben, on pourrait s'inspirer de ce figuier étrangleur. Donc la slide d'après, vous avez une image de figuier étrangleur en pleine séance d'étranglement. Donc voilà, bon, c'est la nature. Et donc, est-ce qu'on ne pourrait pas étrangler une application? Donc ce truc-là a été inventé par, Gerard Weinberg, cette association entre le figuier étrangleur, l'arbre, et ce qu'on pourrait faire dans nos legacy. Ça a été popularisé par Martin Fowler grandement, et donc c'est faire des remplacements locaux, itérativement, en limitant les risques, parce qu'on ne fait pas du big bang. On va faire module par module, en tout cas les modules qui ont besoin d'être modifiés
peut-être qu'il y a des choses qui sont très, très mal faites, le plus mal possible, mais qu'on n'a jamais à toucher. Donc ça, on va peut-être pas modifier, on va peut-être pas se mettre dans un risque alors qu'il y a pas personne ne touche. On Ouais. changera si jamais un jour il faut le toucher. Donc ça permet de limiter les risques. Et donc comment on peut faire? On peut mettre, une façade locale sur l'ancien module, toujours pointer sur ce module-là. On peut doubler les écritures, ce qui fait qu'on écrit toujours dans l'ancien et on écrit dans un nouveau truc, mais on continue à lire dans l'ancien et on compare comme ça les écritures pour voir s'il y a un problème. S'il y a un problème, bah, c'est pas très grave, on adapte, on change. De toute façon, on continue à écrire et à lire dans l'ancien, donc il y a pas de problème. Et puis, petit à petit, il faut réussir à activer la lecture. Peut-être pas pour tout le monde, il faut peut-être sélectionner des candidats, mais avec du feature flipping, hein, pas en relivrant. Parce que si jamais il y a un problème, il faut rebasculer. On va pouvoir basculer sur quelque chose de nouveau petit à petit. Et une fois qu'on a réussi à étrangler un bout du logiciel, eh ben, il faut surtout pas le laisser là. Il ne faut pas oublier de décommissionner et d'enlever l'ancien monde, on va dire. Et comme ça, on peut aller de proche en proche, changer petit à petit les bouts de legacy qui nous dérangent. Oui, je reviens sur le dernier point, là, décommissionner, parce que c'est vrai que souvent, il y en a qui disent: «On le laisse au cas où». Oui, Ouais, non, Alors ça, il faut tracher, ouais. c'est C'est, comme le code en commentaire, au cas où. ouais, Au cas où, on a Git. oui, c'est ça, oui. ouais, il faut enlever au maximum de bruit, des codes base parce qu'on le perd, tôt ou tard. Yes. Parfois, on a du legacy qu'on veut se débarrasser parce qu'il y a beaucoup de bugs et le bug, ça prend énormément de temps. Donc souvent, si on va sur la slide après, les bugs, c'est souvent créé en phase de réalisation, le plus souvent, hein. On en crée d'autres, en déploiement et cetera, mais le plus souvent, on les crée en phase de réalisation et par contre, c'est pas là qu'on les détecte le plus, c'est beaucoup plus tard et souvent, c'est vraiment, il y a peut-être des QA qui sont en bout de chaîne et c'est malheureusement là qu'ils les découvrent. Ils ne devraient pas être en bout de chaîne, ces personnes-là. Ils devraient être partout et donc ça demande des activités de correction et plus on le voit tard, en production par exemple, et ben, plus ça coûte cher. Parce qu'il faut corriger, faire des tickets, le développeur va dire: «Bah non, je ne trouve pas de bug. Ah si, tu as pas fait ça. Ah oui, c'est vrai. C'est bon, j'ai corrigé. Ah bah non, tu as pas corrigé. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié ça», et cetera. Tout ça, ça coûte cher et puis il faut relivrer. Moi, j'ai travaillé dans les métros, une relivraison d'un bug, c'était 3 mois. Parce qu'il fallait faire les Ouais, tests la nuit et cetera, fallait venir ouais, la nuit pour faire les tests et on n'avait pas beaucoup de temps parce que finalement fallait laisser entre 2 heures et 4 heures. Donc ça donnait pas beaucoup de temps. De faire tous les tests, hein, tous les tests possibles, même ouais. matériel. Et donc là, vous avez une méduse immortelle, je ne sais pas si vous connaissez, cet animal. On connaît les méduses, mais celle-là, c'est une méduse, de 4 à 5 millimètres, voilà, qui a un enfant, qui devient ado, qui grandit, qui devient adulte. Une fois qu'elle a arrivé à maturité sexuelle, elle fait ce qu'elle a à faire et puis après, à ce moment-là, elle régresse à un stade antérieur. C'est-à-dire qu'elle a une transformation cellulaire au niveau moléculaire qui la fait redevenir enfant et comme ça, elle regrandit, comme ça et hop, elle ressort à rien, indéfiniment. Donc c'est vraiment un animal immortel, assez incroyable dans le règne animal. Bon, par contre, s'il y a un prédateur, genre un pingouin qui vient et qui la mange, évidemment, Ouais, elle renaît pas. C'est pas un jeu vidéo non plus et s'il y a une maladie, pareil, hein, c'est fini, c'est game over. Et il y a d'autres formes d'immortalité, hein, je sais pas si vous en connaissez à la télé, vos parents, enfants et tout ça, tout le monde connaît cette personne. Donc voilà, s'il y en a qui ont du mal à voir ce que c'est l'immortalité, c'est ça. Et donc, le syndrome de la méduse immortelle, c'est de passer du temps à corriger les bugs. Plus on passe de temps à corriger les bugs, plus on dépasse le délai et le budget qu'on s'était fixé. Plus on passe ce délai-là, moins on passe de temps sur la qualité. Si on passe moins de temps sur la qualité, on développe rapidement et donc on engendre des bugs, et cetera. Et là, on arrive dans un cercle vicieux qu'on appelle aussi l'addiction aux bugs. Et donc, quand on arrive à ce point-là, il faut arrêter de corriger et il faut passer du temps sur la qualité de code. À ce moment-là, on aura moins de bugs. Si on a moins de bugs, eh ben, on va moins dépasser le budget et les délais. On va pouvoir encore investir sur la qualité, et cetera. Et là, on arrive dans un cercle vertueux. Et à ce moment-là, slide suivante, on peut dire au revoir à l'immortalité. Elle peut prendre fin. Désolé. ouais. Et donc, ce que moi, je vous conseille, c'est d'être un pingouin, de devenir le prédateur de la méduse et donc d'investir sur la qualité, les pratiques, l'architecture, la collaboration entre les personnes, réorganiser les équipes, découper les équipes, découper le logiciel, tester le logiciel de façon automatisée, et cetera. Sans être dogmatique, hein, pensez à FizzBuzz. Mais voilà, de vraiment investir sur la qualité, ça va, c'est un investissement, il y a un retour sur investissement énorme.
qui est difficilement quantifiable pour les chefs de projet, mais qui est réel Mm. dans la vie, quoi. La qualité coûte moins cher à long terme, hein. Ouais. On dit ouais, ça coûte cher. Non, non, la non-qualité coûte cher. Et donc, je vais parler de testabilité, qui était une des choses qu'on pouvait faire. Dans la slide d'après, vous avez une image. Admettons que vous ne voulez pas être enceinte, vous ne voulez pas d'enfant pour n'importe quelle raison, hein, pas assez d'argent, trop vieux, trop jeune, peu importe, ou c'est pas votre truc. Et là, il y a un doute. Vous faites un test et vous arrivez là-dessus. Donc, les tests de grossesse, c'est 1 barre enceinte, 2 barres pas enceinte. Et là, vous avez 3 barres. Qu'est-ce que vous faites? On refait un test. Là, on n'a pas confiance. C'est exactement pareil dans le logiciel. Si on n'a pas confiance dans nos tests, à quoi servent les tests en fait? Donc il faut vraiment maîtriser ces tests. Les tests qui sont automatisés, il faut les maîtriser, parce que sinon on n'a pas confiance dans les tests, on va les désactiver. Ça équivaut à pas avoir de tests. On va détecter les bugs tardivement et on va retomber dans le problème de la méduse. Donc on va avoir une baisse de la productivité, on va devoir, voilà, ça coûte cher à maintenir, etc. J'en vois quand j'accompagne des équipes qui ont peur du code. Donc ils mettent tout un tas de trucs, infrastructures autour pour pas toucher au code. J'avais un client où quand il cliquait sur un bouton, ils avaient 112 appels à la base de données, mais c'était pas 112 requêtes différentes, c'était parfois 40 fois la même sur un bouton. Et du coup, je leur ai dit ça, je dis: «Il va falloir changer parce qu'il y a des services qui appellent des services, qui appellent des services et qui se rappellent eux-mêmes, donc il y a un problème». Il fait: «Ah d'accord, on va mettre un cache. Comme ça, on n'appellera pas la base de données 142 fois, on appellera notre cache 142 fois». OK, Ouais, ça change pas le problème. ouais, moi j'ai eu le même problème avec un client qui me disait: «Mais je comprends pas, mon application elle est lente, dès que je vais sur cet écran, elle est lente». C'était pareil, il y avait un bouton, il y avait 200 appels à la base de données. Je lui disais: «Mais pourquoi il y a 200 appels, quoi?» C'est Voilà. Et à ce moment-là, il faut reprendre en main le code et pas mettre des artifices autour. Hem et pour remettre en main le code, je vais vous parler des pastèques sur la slide suivante. Les pastèques, on appelle ça melon d'eau en anglais parce que c'est constitué de 90 d'eau et c'est super bon pour la santé, hein, la santé cardiovasculaire. Donc mangez des pastèques. Alors je dis pas manger des pastèques parce que je suis, végétarien, je mange un peu de viande, pas beaucoup, mais un peu. Et la photo, c'est pas parce que je suis, végétarien, ouais, végétarien, c'est juste je suis un peu humoriste, steak, pastèque, voilà. ouais, la photo représente un steak, hein, donc Voilà. Et donc dans une pastèque, il y a 2 couleurs. Alors pour ceux qui mangent que de la viande et ceux qui ne savaient pas, à l'extérieur, c'est vert parce qu'il y a la chlorophylle et quand on coupe à l'intérieur, c'est rouge parce qu'il y a du lycopène, c'est un pigment qu'on retrouve dans les poivrons et les tomates. Et donc il y a 2 couleurs. Et là, on va analyser ce test et vous allez comprendre pourquoi je vous parle de pastèque. Donc là, c'est une méthode, Java, mais peu importe, et peu importe ce qu'elle fait, en fait, on lui passe un tableau, d'entiers, de nombres entiers et ça nous dit si c'est trié par ordre croissant ou pas. Donc 1, 2, 3, 4, 5, c'est oui et 4, 3, 2, 1, 10, c'est non. Donc là, si on clique, il y a 2 tests. Un test qui on lui passe 1, 2, 3, 4, 5 et il nous dit vrai et l'autre test, on lui passe 5, 2, 4, 3, 1, il nous dit faux. Si je lance, ces tests, tu vas avoir plein d'animations en cliquant, c'est vert, c'est testé à 100 et par contre, ce sont des tests pastèques. Vert à l'extérieur, rouge à l'intérieur. Pourquoi? moi je connais la solution Arnaud, donc Là comme ça, donc en gros, je vais décrire un petit peu les méthodes. Donc les méthodes de test, on a la déclaration du tableau, puis après il y a l'appel de la méthode, mais c'est tout ce qu'on fait, quoi. Donc Voilà, effectivement, là ce test quand on le passe, il est vert. En fait, on se contente d'appeler la méthode et on n'en fait rien de ce résultat. On teste pas, on vérifie pas qu'on attendait vrai ou qu'on attendait faux. Donc on ah pourrait oui, très non, bien mais dans la méthode de tri, effec tout enlever, faire un return true, ça marcherait pareil, ou tout enlever, faire un return false, ça marcherait pareil. Donc et souvent, pourquoi on voit ça? Dans le slide suivant, c'est pourquoi on voit ça? Pourquoi on fait ce genre de test inutile? Voilà, par la couverture de code. Parce qu'il y a des gens qui disent: «Il faut un pourcentage de couverture de code» et en général, si on clique, c'est 80. ouais. On nous oblige à avoir 80. À ce moment-là, quand ça devient un objectif, et ben, il y a toujours un développeur pour dire: «Bah, très bien, je vais atteindre l'objectif», en faisant des tests comme ça, qui testent rien en fait, qui appellent des choses, mais qui testent rien. Parce que la couverture de code, elle est calculée par le code qui est traversé, qui est
lorsqu'un test est exécuté, mais pas qui est vérifié. Donc voilà, il suffit d'appeler le code pour que on arrive à 100%. Et donc ça vient de l'effet Cobra, si on voit ce qui est arrivé en Inde avec les Britanniques. Quand ils sont arrivés en Inde, ils ont dit: «Il y a trop de cobras, c'est dangereux, on va s'en débarrasser. Mais bon, comme c'est dangereux, on va pas le faire nous-mêmes, on va s'aider de la population locale. On a une super idée, si on va leur donner de l'argent chaque fois qu'ils nous ramènent un cobra mort, comme ça au bout d'un moment, il n'y aura plus de cobras». Et donc ils ont commencé à payer les gens comme ça et ils se sont aperçus au bout d'un moment que, bah, ils faisaient que payer et que ça s'arrêtait jamais parce que les habitants, voyant ça, ils ont commencé à élever des cobras pour gagner de l'argent en continu. Donc c'est pareil avec l'humain, c'est pareil avec le développeur, il y a toujours quelqu'un qui va essayer de truander le système pour pouvoir, s'en sortir. Donc Attends, on est d'accord que sur l'exemple d'avant, en fait, tu avais pas de assert et en gros là, Absolument. ouais, c'est parce que j'ai eu un peu de temps, j'étais un peu long au démarrage là, la semaine a été longue. Donc en gros, oui, ouais, effectivement, c'est juste un test pour, incrémenter le coverage, Le ouais. co- voilà. On avait 100 de couverture, mais 0 d'utilité. Oui, Des ouais, fois, effectivement. des fois, c'est non voulu le fait qu'on ne teste, on n'asserte pas, quoi. Mais Ouais, là, sur le cas de la Malheureusement. fonction quand même, Ouais. ouais, c'est sûr que ça manque un peu quand même. donc c'est ce que je dis dans la slide d'après, c'est il faut vérifier les résultats. Quand on appelle quelque chose, il faut vérifier que ça marche bien comme, on l'attendait. Donc souvent, c'est la fameuse instruction assert. Et donc si les gens font pas ça, bah, il faut les former, il faut mettre des conventions, il faut faire des revues de code. Alors, faut les coacher. Il y en a qui mettaient, des contrôles, dans la pipeline pour voir s'il y avait bien un assert dans chaque test. Bah, du coup, effet Cobra, les développeurs mettaient un assert Oui, oui, assert partout, false. c'est bon, c'est bien. Ouais. Mais tu es souvent tombé sur, des projets où, justement les teams, s'amusaient à faire monter le coverage comme ça? Parce que j'avoue que pour le coup, moi, je suis pas réellement tombé, enfin je suis tombé sur des projets legacy, mais pas aller chercher, des métriques comme ça en mettant des faux tests, quoi. Si, si, ouais. Si, si, tout ce que je raconte, c'est du vécu. Oui, oui. Mais Et mais puis après, tout même dépend moi dans l'entreprise. Quand tu interviens dans une entreprise où j'allais dire, le dogme, c'est ces fameux 80%, et j'en connais une en particulier, bah, effectivement, quand tu as les développeurs qui sont derrière et qui en ont un petit peu ras-le-bol, au bout d'un moment, ils finissent par trouver l'astuce, quoi. ouais. En fait, ces métriques doivent pas être partagées avec un top manager, ils doivent rester dans l'équipe et le but, c'est de s'améliorer. C'est pas d'atteindre un objectif, sinon on va essayer de truander. Ouais, par contre, tu peux avoir aussi des contrats, vis-à-vis de prestataires extérieurs où on leur dit, «Vous nous livrez le code, mais il faut qu'il y ait 80% de couverture, quoi». Mmh. Bah, après, je montrerai comment on peut déjouer ce truc-là. Donc le slide d'après, j'ai remis les tests, mais j'ai rajouté un assert. Donc dans la première méthode de test qui disait 1, 2, 3, 4, 5, je m'assurais que j'attendais bien vrai et dans l'autre, je m'assure que j'attends bien faux et je lance les tests, ils sont verts, 100. Cette fois, ils sont vérifiés, mais ce sont toujours des tests pastèques, vert extérieur, rouge intérieur. Dans le slide suivant, je montre pourquoi. En parlant du darwinisme. Darwinisme, c'est les espèces évoluent, et puis, peu importe la raison, la chaleur, voilà, le besoin, peu importe. Et donc, il y a une sélection naturelle qui se fait que, l'espèce qui a évolué le mieux, ben, elle gagne. Donc pourquoi je vous parle de darwinisme? Parce que, il y a une façon de contrecarrer cette couverture de code, c'est de faire des tests de mutation. Donc le slide d'après, c'est quoi les tests de mutation? C'est des tests, où on bouge le code, enfin on ne le fait pas à la main, hein. Enfin, le mois dernier, j'ai fait une conférence où quelqu'un parlait de ça, il disait: «Je le fais à la main». Alors non, faites pas ça, c'est hyper consommateur de temps. Il y a des librairies qui Ouais. font ça pour vous. Donc ça Mmh. va bouger le code. S'il voit un inférieur, il va mettre un supérieur, s'il voit un égal, il va mettre un différent, s'il voit un if quelque chose, il va remplacer tout par true. Il va lancer les tests à chaque fois et après il va remplacer tout par false. Donc il peut faire plusieurs mutations, sur une seule ligne et lancer les tests à chaque fois. Si les tests passent toujours, alors qu'on a bougé le code, à quoi servent les tests? Normalement, le test doit devenir rouge parce que le code a changé. Donc c'est une méthode, c'est une façon de voir si le code coverage est un bon code coverage. Donc moi, je fais ça souvent en audit. Quand il y a des classes avec du code coverage à 100, je lance des mutations et si on a plein de mutants qui n'ont pas été découverts, et ben, les tests sont pas bons, malgré le 100. Donc là, dans mon code d'avant, si on regarde, il y a une vérification, une comparaison stricte
Et en fait, ça nous dit, bah, si jamais on a 2 chiffres qui sont égaux, bah, qu'est-ce qui se passe? Ça c'est il y a ce test-là n'existe pas. Donc peut-être qu'il faut renvoyer false comme c'est là, mais peut-être que c'était pas bon, peut-être c'était true. Donc on a un trou dans la raquette. Donc à ce moment-là, c'est pour ça que les tests sont verts à 100 vérifiés si tu appuies, mais il y a des zombies et on a vu dans les films et les séries que les zombies, c'est pas bien. Donc c'est pour ça que c'est des tests, Oui, c'est pastèques. ouais, c'est très intéressant. Enfin, je sais qu'en .NET, il y a des bibliothèques qui, Ouais, je les ai jamais utilisées, sur tous les j'avouerai. langages. Et c'est vrai que enfin, le principe est génial, quoi. C'est-à-dire de faire de légers changements de ton code, de voir que justement tu testes l'efficacité de tes tests, quoi. Enfin, tu testes tes tests, quoi, avec ça. Et Ouais, après, par moi, contre, j'ai c'est une... très lent, c'est pas à lancer tout le temps, c'est à lancer, Ouais, voilà, ça va mettre son truc qui tourne la nuit et moi, je dis quand les gens après, ils sont devenus, assez, matures sur le sujet, on peut lâcher les tests de mutation parce qu'après, il faut les analyser et cetera, donc c'est aussi consommateur de temps. Pour moi, ouais. ça sert à s'améliorer, à grandir et après on peut arrêter. Arnaud, tu Ok, voulais ouais, rajouter donc... Ouais, non, mais ouais, c'est ce que je voulais te demander. On est d'accord que oui, ça va être juste un complément, ça va aider potentiellement à écrire de meilleurs tests. Alors, j'ai pas la prétention d'écrire les meilleurs tests du monde, mais enfin, quand tu as une approche un minimum centrée sur les tests, que tu es à l'aise avec les tests, c'est quelque chose que tu recommandes ou alors c'est vraiment pour aider des teams qui ont du mal à écrire des tests de qualité? Alors même en TDD, en fait, quand quelqu'un a fait, travailler longtemps sans TDD et qui se met au TDD, naturellement, il va avoir tendance, sans faire exprès, à toucher du code avant de faire les tests. Il le voit pas ou il se dit: «Bon, et c'est bon, là, c'est bon» et les tests d'imitation permettent de lui dire: «Attends, là, tu as fait, tu pas appliqué la règle, à la lettre et du coup, tu vois, tu as engendré un problème». Donc je le conseille au tout début pour que les gens ils s'acclimatent au TDD et ceux qui en font pas, et qui font les tests après, bah, évidemment, et après ils ont plus le temps, donc ils font des tests rapides pour arriver aux 80 et OK. puis, ça permet de vraiment voir qu'ils ont truandé. OK. Ah, Donc dans le slide d'après, j'ai rajouté, une nouvelle méthode de test avec 2 chiffres identiques, 1, 2, 2, 3, 4, 5 et je m'attends à avoir vrai. Je lance, tout ça, ça fonctionne, j'ai mes tests verts, 100 vérifiés et c'est safe. Donc cette fois, c'est plus pastèque et on voit qu'on a une couverture de test, de code à 100 et une couverture de mutation à 100. Donc là, on se dit: «On est plutôt confiant». on commence à être serein. Voilà. Le 1, 2, 2, 3, 4 là que j'avais mis, ça s'appelle de l'example testing. C'est-à-dire que c'est moi qui choisis, mes données. Là, on a du code où c'est une division. On lui passe un numérateur et un dénominateur. Il fait la division, il retourne le résultat. Donc là, j'ai créé un test où je lui dis: «Si je te passe 4 en numérateur et 2 en dénominateur, le résultat doit être 2». Je lance les tests, c'est parfait, c'est vert 100 vérifié. Pourtant, il y a un bug. Donc ce sont des tests pastèques, vert extérieur, rouge intérieur. Le bug, c'est parce que moi, j'ai choisi des valeurs qui me plaisaient, 4 et 2, c'était cool, j'arrive bien à diviser avec ces 2 valeurs. Mais si jamais j'avais utilisé le 0, bah là, mon programme aurait planté. Donc l'example testing, c'est bien, mais parfois on se met dans une position, on ne voit pas des problèmes parce qu'on n'a pas mis les valeurs qu'il fallait. Pour ça, ouais, ça c'est Dijkstra qui dit que c'est bien les tests pour voir, qu'il y a des bugs, mais ça ne nous dit pas qu'il y a 0 bug. Donc pour mon problème là de division, en fait, il y a ce qu'on appelle du fuzz testing. C'est encore une librairie, où c'est pas moi qui choisis les données, c'est la librairie qui choisit pour moi et qui va lancer les tests plein de fois avec plein de valeurs différentes. Et elle va prendre plein de valeurs, des choses très loin dans le négatif, des choses très loin dans le positif, des valeurs neutres, le 0, le 1, et cetera et puis des valeurs aléatoires et va lancer les tests, comme ça, avec chaque valeur et vu que normalement, il va prendre le 0, il va détecter le bug. À ce moment-là, on se dit: «Mince, j'ai un trou dans la raquette, j'avais pas vu le 0». Ouais, alors, ça c'est drôle parce que moi j'avais eu, on m'avait dit il y a quelques années, quand vous faites des tests, il faut qu'ils soient déterministes. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez les refaire, il faut que ça donne toujours la même chose et là, ça va à l'encontre.
Ouais, le fuzz testing, il peut fonctionner pendant 3 jours et puis un jour, boum, il montre un bug. Oui, Ouais, c'est quelque chose qui peut arriver parce qu'il prend des chiffres aléatoires, des nombres aléatoires, des valeurs aléatoires et parfois, si dans votre code, vous avez un truc, 6 est inférieur à 42 et ben, un jour, il va y avoir ce cas-là et ça va planter à ce moment-là. Donc oui, c'est pas à mettre tout le temps partout, mais c'est voilà, c'est, à utiliser, avec parcimonie, mais ça peut être utile. d'accord. Et ah ben, j'allais justement, te poser la question, et te remonter le property based testing et quelle est la différence entre le fuzz et le property based testing? Parce que j'avais l'impression que quand tu as décrit le fuzz testing, c'était, du property based testing. Non, le fuzz testing, c'est de j'ai pas d'assert, c'est que je lance avec plein de valeurs et si ça plante, c'est qu'il y a eu un problème. OK, ouais, Donc j'avais pas encore vu de la cert, décidément. là, j'ai vu qu'il y avait un problème avec le 0. À ce moment-là, je vais faire du property based testing, c'est-à-dire que je vais, la propriété de la division, c'est que, pour n'importe quel numérateur, ça n'est pas divisible par 0. Donc à ce moment-là, je vais faire un test comme ça, où je vais créer ce test, où je vais dire: «Vas-y, ma librairie, elle a choisi n'importe quelle valeur, plein de valeurs différentes et quand je divise par 0, ça doit toujours, lever une exception». Et à ce moment-là, j'ai mes propriétés de la division qui sont respectées. Et on a la même chose dans le DDD où on parle d'invariants. Bah, voilà, on va créer on va tester nos propriétés, nos invariants pour voir qu'ils sont bien validés. Donc voilà, là c'est vert 100. Le cas du 0 est prévu, c'est vérifié et donc il y a pas de bug en plus, c'est super. Et donc moi je vous conseille d'éradiquer les tests pastèques, hein. Les tests verts ne suffisent pas. La couverture élevée n'indique rien. Par contre, une couverture basse, moi, c'est super. Quand je vois une couverture basse, je sais qu'il y a pas de test et donc je sais que, bah, c'est pas terrible. Mais une couverture haute, c'est une métrique. Une bonne métrique ou pas bonne métrique, je sais pas. Il faut après que j'investisse, sur le test de mutation ou aller lire les tests, moi-même. Mmh. Ouais, Conversion de code, revue de code, mutation de testing, fast testing, property based testing, tout ça pour améliorer pour son chose. en parlant de production de code, donc, une fois qu'on a passé les tests production de code, ceux qui font du TDD, donc TDD, c'est très simple à expliquer, moins simple à faire. Donc on écrit un test alors qu'on n'a pas de code et après on écrit le code pour faire passer le minimum de code pour faire passer le test au vert. Une fois qu'on a fait ça, ben, on améliore et donc moi, ce que je vois quand j'accompagne les équipes, c'est que j'améliore. Qu'est-ce qu'ils font? Alors au début rien et puis au bout de quelques fonctionnalités: «Ah tiens, j'ai une variable mal nommée», je la renomme. «Ah tiens, j'ai un magic number, bah, voilà, je vais mettre une constante. Et puis voilà, c'est une étape qui est très rapide, aussi rapide que les autres et finalement, non, c'est l'étape la plus capitale parce que quand on fait passer le test, au vert, on met le minimum de code possible, même s'il est stupide et c'est dans l'étape de refactoring, d'amélioration qu'on réfléchit et c'est là que l'intelligence et toutes les connaissances techniques qu'on a, interviennent. Donc comme cette étape est oubliée, je vais vous parler de l'abeille. L'abeille, c'est un animal, incroyable. Heu il a un système de communication, moi ça m'a bluffé. En fait, il est capable d'aller voir les autres abeilles et leur dire: «Vous savez, là-bas, à droite, là-bas, à 5 kilomètres, il y a énormément de trèfles». Alors comment il fait ça? Parce que ça vous a pas échappé, slide d'après que l'abeille ne parle pas. Eh ben, elle parle pas, mais elle fait une danse. C'est comme ça qu'elle donne toutes ces informations, la direction, la distance, le type de fleur et la quantité, en dansant. On pourrait faire la même chose, hein. Bah, ouais, on pourrait. Mais non, on pourrait pas. Parce que, hem, en fait, quand, c'est à moins de 50 mètres la nourriture, elle tourne en cercle comme ça dans la ruche pour dire: «Voilà, c'est à moins de 50 mètres». Donc, là, elle dit pas où et cetera, mais, bon, moins de 50 mètres, c'est facile, les abeilles, elles sortent, elles trouvent tout de suite. Par contre, si c'est plus de 50 mètres, elle va faire un espèce de 8 comme ça. Et plus elle tourne vite, plus c'est loin, en fait. Et donc, c'est à la vitesse où elle tourne, qu'elle fait le 8, qu'elle peut dire si c'est entre 100 mètres, 1 kilomètre, 2 kilomètres ou jusqu'à 6 kilomètres. Comment elle indique la direction? Elle fait un angle avec le soleil. Alors la nuit, elle dort, mais la journée, elle fait un angle avec le soleil. Alors vous allez me dire: «Bah, quand il y a des nuages, ça marche pas». Mais si, parce qu'elle a des antennes photosensibles, donc même à travers les nuages, elle détecte le soleil et c'est là que nous, on peut pas le faire parce qu'on n'a pas ça. Et
quand elle revient sur le trait du milieu du 8, elle frétille et c'est suivant son frétillement, c'est la quantité de nourriture et comme elle s'est bien vautrée dans la fleur avant de venir faire sa danse et ben, en faisant son 8, elle, voilà, elle libère un peu d'odeur de la fleur qu'elle a butinée. Donc c'est comme ça qu'elle donne toutes ces indications. Je ne sais Moi, pas j'utilise comment ces tu vas faire séparateurs. frétiller notre code. Eh ben, quand on est au début de la fonctionnalité, voilà, on n'a pas beaucoup de choses à faire et donc là, on est dans la ruche et on va dire que la complexité est voilà, les fleurs sont à 50 mètres, c'est pas loin. Donc le cycle, il est rapide. Mais si on continue à rajouter des fonctionnalités et qu'on continue à enrichir notre code, et notre algorithme, il commence à devenir complexe, c'est là on se dit que l'amélioration est indispensable et donc en fait, finalement, le TDD, si tu cliques, c'est comme la danse de l'abeille. C'est au début, on a l'étape rouge, on fait un test, on fait passer le test au vert, on améliore, on améliore, on améliore et dès qu'on peut plus améliorer, on rajoute un test, on fait passer ce test au vert et puis on améliore, on améliore, on améliore, voilà. C'est un deuxième cycle, en fait. Il y a 2 cycles. Le cycle principal, heu, l'étape 1, 2, 3 et après il y a un cycle d'amélioration et parce que c'est l'étape capitale, hein. C'est vraiment là-dessus que Mmh. quand je fais des formations TDD, je dis, l'étape 2, on réfléchit pas et il y en a qui me disaient: «Ah bah, moi je suis intelligent, moi j'aime bien réfléchir». Je fais: «Ouais, mais t'inquiète pas, c'est l'étape 3 où tu vas réfléchir et là, tu vas réfléchir et même, montrer ce que tu sais faire». Et ceux qui ont pas de capacité de refactoring, bah, ils feront rien dans cette étape-là. Donc il faut monter en compétence sur comment on refactor du code, voilà, sur les design patterns, ou d'autres choses, ou solides. Donc voilà, dans cette étape, on travaille la lisibilité, on travaille l'algorithme, et on n'oublie pas les tests, hein, parce que le refactoring, c'est pas juste sur le code de prod, c'est aussi sur le test, parce que les tests sont du code. On peut parler d'architecture, de design pattern, comme j'ai dit, et des patterns solides. Je sais pas si vous connaissez les patterns solides? C'est un acronyme, où chaque Ouais, lettre de l'acronyme est un acronyme lui-même. ouais, C'est je comme suis le incapable de dire l'acronyme de chacun. c'est comme le film Inception là, Ouais. on intègre un rêve et puis, à un moment, ils doivent intégrer un rêve dans un rêve. Et ben, on va faire le tour de Solid si on a le temps. devdevdev.net. Richard Clark. Alors le Solid, donc il y a 5 lettres, donc on va les passer rapidement, et sur chaque lettre, on va s'inspirer de la nature pour mieux les retenir, en fait. Donc le premier, c'est le S de Solid. Le S de Solid, c'est, de dire que, enfin, c'est le principe de responsabilité unique, c'est ça le S. Donc chaque classe doit avoir une et uniquement une seule raison de changer. Donc pourquoi? Pour améliorer la maintenabilité, la flexibilité et donc on va découper. Les gens comprennent très bien, c'est très très facile à comprendre, mais finalement quand ils font, bah, on s'aperçoit qu'ils font pas grand-chose. Il y a des confusions sur les responsabilités. Une fois, il y en a un qui a voulu le mettre à fond, il m'a mis, une méthode par classe, voilà, en disant: «Voilà, j'ai bien découpé». Non, là c'est surfragmenté, ça améliore pas du tout. Hem et donc on pourrait s'inspirer du criquet. Le criquet, migrateur, c'est un criquet qui voyage sous forme d'essaim de grande taille, bon ça fait des ravages sur la végétation, hein. Sur l'image d'après, vous avez une photo en Russie de criquets, ça donne ça quoi, c'est des nuages entiers et donc eux, ils arrivent sur des végétations et puis voilà, ils se nourrissent. Mais en fait, c'est un problème pour eux aussi cette densité de population parce que, bah, ceux qui sont au fond, ils ont plus à manger et puis quand ils doivent se reproduire, bah, il y a une compétition et on sait que bien que les compétitions entre hommes, c'est pas toujours terrible. Donc ils font naturellement une dispersion. Ils se divisent, pour pouvoir, exister. Ils se divisent et ils vont dans des endroits différents. Donc ça reste en essaim, mais des essaims de plus petite taille. Bah, c'est exactement ce qu'il faut faire, dans le code. Je ne sais pas si vous connaissez le Gilead Rose, le kata Gilead Rose qui est un kata, qui apprend à refactorer. Là, vous avez, des choses, il y a des éléments qui ont des noms, donc du bris ou des places pour, aller dans les coulisses d'un concert ou un truc qui s'appelle Sulfura, la main de Ragnaros, je sais pas quoi. Et puis plus il y a du Céline et plus le Céline, on ne sait pas quoi, il change et puis la qualité, elle change aussi et on comprend rien. Et en fait, ce code-là,
c'est qu'un bout du code, si on clique, il y a encore toute une partie du code qui était en dessous et qui ne tiendait pas sur une page. Donc on comprend rien en fait dans ce code-là. Et c'est pas maintenable, c'est pas évolutif. Et donc ça, c'est un super kata pour apprendre à refactorer. Et si vous regardez donc ne faites pas des codes comme ça là, à la pelletée là, où on doit scroller pendant 5 minutes pour arriver en bas. Donc là, il y a Oui, moi quelqu'un, j'ai un exemple concret moi aujourd'hui là où j'ai une classe où j'ai 39 000 lignes. pas mal. Hein, Pas c'est mal, bien ouais. ça. Hein, c'est Faut pas discuter mal. des médailles là. Dans la slide d'après, on a Valentina Serville qui a découpé en fait le code en plusieurs classes et on voit que bah voilà, il y a une classe sur les éléments, il y a une classe sur l'amélioration des choses légendaires parce que le truc de Ragnos là, c'était une carte et cette carte là, elle prend de la valeur avec l'âge. Non, ouais, je crois, elle bouge pas, je crois. Elle est toujours peu importe le temps qui passe, elle bouge pas. Alors que le bris, lui, il prend de la valeur avec l'âge et les concerts, les places de backstage, une fois que le concert est fini, ça a plus aucune valeur. Donc elle a découpé tout ça. On pourrait encore faire mieux, on pourrait mettre ça dans des packages, des répertoires différents, mais en tout cas, c'est une bonne façon de procéder. Chaque chose à sa place. Et donc, voilà, le principe de dispersion du cricket doit nous aider, à nous repérer dans du code, à mettre ensemble ce qui vit ensemble, mais à découper, ce qui doit être découpé. Comment on peut faire? Il y a des choses, par exemple, l'architecture hexagonale, ça permet de mettre ensemble du code métier. Enfin, ça permet d'isoler des choses de l'algo. En général, on s'en sert avec du code métier, où on isole le code métier d'un côté et les parties techniques, technologiques, ailleurs. Aussi, Mhm. on découpe aussi avec le DD, on essaie d'avoir un domaine, on le découper en sous-domaines et pas avoir appréhender tout un domaine en entier, d'un coup, mais découper en sous-domaines, ce qui permet de réduire la charge mentale, voire même de mettre des équipes différentes sur chaque sous-domaine. Ce qui ne veut pas dire qu'on part en microservices, hein, même si on peut le faire, mais au moins découper dans une base de code, des choses cohérentes. Le haut Et donc maintenant. le haut de solide, c'est le deuxième principe. Donc haut, c'est qu'une classe doit être à la fois ouverte à l'extension et fermée à la modif. Ça veut dire que quand on a un nouveau comportement qui rentre dans le même cycle que ceux qui sont déjà là, eh ben, il faut plutôt que le code soit extensible plutôt qu'aller le modifier pour rajouter des choses qui viennent d'arriver. Donc c'est tout facile à comprendre. On se dit ouais, oui, c'est un bon principe. Et puis personne ne le fait parce que ok, c'est bien gentil ces phrases-là, mais comment on fait en vrai? Et donc pour ça, je vais vous parler d'orchidées. L'orchidée, il y a 850 genres d'orchidées. Donc chaque genre d'orchidée a des grandeurs de feuilles, des couleurs différentes, et cetera. Ils ont même des périodes de floraison différentes, des types de pollinisateurs, hein, abeilles, et cetera, différents, des besoins en eau différents. D'ailleurs, parlant de besoins en eau, là, le but, c'est de savoir si l'orchidée, celle d'après, elle est plutôt douce ou plutôt bain. Et donc là, j'ai une classe où j'instancie un horticulteur, j'instancie un thermomètre et je demande à l'horticulteur d'arroser si besoin. D'arroser quoi? Une labiata. Labiata, c'est une orchidée, en lui donnant la valeur de la température, parce que suivant la température, le besoin en eau peut être différent. Donc c'est cool. Si on regarde le code de la labiata, en fait, c'est un type d'orchidée, mais qui est du genre Cattleya. Donc là, voilà, on a une classe qui nous dit ça. Et donc l'horticulteur, lui, quand il reçoit ça, cette orchidée, il regarde, bon voilà, j'ai une orchidée, mais de quel genre elle est? Parce que suivant son genre, eh ben, je vous ai dit tout à l'heure, elle va avoir des besoins en eau différents et suivant la température. Donc le Phalaenopsis, il va voilà, on va l'arroser d'une façon, suivant une température, le Cattleya d'une autre façon. Donc ça, c'est cool. Mais je vous ai dit, il y a 850 genres d'orchidées. Donc si demain, il y en a une troisième qui arrive, une quatrième et une 800e, eh ben, on va rajouter des cases, 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 cases. Et donc, cette classe-là, elle n'est pas fermée à la modif, elle n'est pas extensible. Il faut la modifier à chaque fois qu'il y a un nouveau genre qui arrive. Mais juste pour décrire pour ceux qui écoutent en podcast, la méthode arroser si besoin de l'horticulteur, elle a un switch sur le genre de l'orchidée et après on a un case suivant le cas de chaque orchidée. Et comme tu Voilà. disais, s'il y en a 850, on n'est pas sorti Voilà. de l'auberge. Il y en a qui mettent des if, else if, else if, voilà. Et on voit qu'on enchaîne les if, else if, et là, on se dit, mais s'il y en a un autre qui arrive, on va rajouter un else if.
Donc on Alors, pourrait faire. après, le problème qu'on a avec, notamment actuellement, avec, par exemple, avec GitHub Copilot, c'est que les cases, ils te les génèrent automatiquement, quoi. Et donc, on risque d'en avoir facilement, quoi, qui apparaissent. Là, on arrive sur un autre problème. Ouais. Quand on est senior, doit-on utiliser ce genre de choses? Est-ce que ça nous ralentit ou est-ce que ça nous accélère? C'est un autre Ouais. débat. Donc l'orchidée n'est pas content là. Donc en fait, comment on pourrait appliquer la singularité de l'orchidée et appliquer le principe OCP? Donc là, on a toujours la méthode de l'horticulteur arrosé si besoin, avec on lui passe l'orchidée toujours et toujours la température. Mais lui ne fait pas le switch case là ou les if else if. Il demande à l'orchidée si elle a besoin d'arrosage en suivant la température. Si elle a besoin, il l'arrose. Peu importe le code de comment on arrose. Donc on va déléguer à l'orchidée de nous dire est-ce que tu as besoin d'arrosage pour cette température. Donc là, on voit que s'il y a peu importe le type d'orchidée, je peux en rajouter 4, 5, 10, le code, il bouge pas, il bougera pas. Parce que j'ai déporté ce cas-là ailleurs. Je l'ai déporté dans le truc d'après. Donc là, on a toujours notre Labiata qui implémente Orchidée. Donc c'est toujours une Cattleya. Quand on lui demande son genre, on voit toujours son genre, comme tout à l'heure. Et j'ai rajouté cette méthode que j'ai appelée tout à l'heure, qui est est-ce que tu as besoin d'arrosage suivant cette température? Et lui, elle ne va pas te donner la réponse, elle va demander à son genre ses caractéristiques, et suivant ses caractéristiques, donc besoin en eau, pollinisateur, grandeur des feuilles, etc., période de floraison. Est-ce que tu as besoin d'arrosage suivant la température? Donc on délègue encore ça au genre. Et c'est quoi le genre? Si on regarde le slide d'après, le genre, c'est. Non, d'abord, les caractéristiques, c'est une interface. Donc voilà, il y en a Mm. 3. Moi, j'ai besoin de savoir le besoin d'arrosage, mais j'ai dit il y en a 2 autres, mais dans notre cas-là, on a juste besoin de l'arrosage. Donc là, c'est une interface. L'interface, c'est un contrat qu'on doit implémenter. Et donc, c'est quoi le genre? Le genre, c'est une énumération. Alors, j'ai essayé d'en faire un .NET, c'était moins souple qu'en Ouais. Java. Une énumération. Et une énumération, on n'est pas obligé de mettre que énumérer des choses. On peut aussi avoir des Ah, constructeurs. Donc là, j'ai un constructeur. Sur le Phalaenopsis, je lui donne les caractéristiques de Phalaenopsis. Pour le Cattleya, je lui donne les caractéristiques du Cattleya. Et en fait, si j'ai une nouvelle orchidée qui arrive, un nouveau genre, eh ben, je vais rajouter ce genre-là ici. Et comme le constructeur demande les caractéristiques, si je ne le fais pas, je vais avoir une erreur de compile. Donc ça me force à rajouter les caractéristiques. Donc je ne peux pas oublier les caractéristiques. Je ne peux pas oublier. Donc, et si j'ai un nouveau genre, il n'y a que là que ça agit. Il n'y a que là que je rajoute quelque chose. Donc toutes mhm. les autres classes, elles sont extensibles. Du coup, l'horticulteur peut dormir sur ses 2 oreilles. C'est génial. Donc, et un signe, hein, que si vous avez besoin d'OCP, c'est quand vous avez beaucoup de if ou des switch cases, des cases à rallonge. Ouais. Par contre, comme pour le Fizzbuzz tout à l'heure, si vous faites un pile ou face, voilà. Est-ce que c'est besoin de mettre de l'OCP extensible dans pile ou face? Bah non, c'est if else, voilà. Pas aller trop loin quand même à chaque fois, toujours être pragmatique. Arnaud, tu voulais rajouter quelque chose sur ce. Bah, en fait, c'est vrai que ces patterns, quand tu lis les définitions, ça peut sembler simple, mais quand Mmh. tu as besoin de les appliquer, c'est plus compliqué, quoi. Et moi, je sais que quand, j'ai commencé, à apprendre ces patterns-là, ça a pas été, si simple que ça de les appliquer. Bah, après, c'est comme tout, c'est l'expérience, tu fais des erreurs, tu comprends. Et effectivement, c'est, dans les patterns solides, effectivement, les SRP, Open Close et le DEEP, je pense que c'est sûrement les 3 qu'on peut utiliser, assez souvent, quoi. On va Ouais. passer au L, justement. Et à l'inverse, le L, et bah, quand on lit la définition, c'est pas le plus clair, contrairement aux autres. Si Q de X est une propriété démontrable pour tout objet de type T, alors Q de Y est vrai pour tout objet Y de type S, tel que S est un sous-type de T. C'est une formule mathématique à la base, mais on peut l'appliquer au code. Et quand j'explique ça en formation ou quoi, j'ai l'image d'après là, où le même, où la personne, quand tu lui expliques un truc, il y a des calculs dans tous les sens, je comprends pas, je Oui, bug. il y a les yeux vides qui Voilà, apparaissent. comment ça marche. Pour ça, je peux vous parler du caméléon. Le caméléon, c'est assez incroyable aussi. Il peut changer de couleur suivant plein de choses, c'est un moyen de communication.
Il peut aussi réguler sa température comme ça, hein, s'il fait trop chaud ou pas assez chaud. Il peut se camoufler pour ses prédateurs ou pour attraper des proies, il peut se camoufler. Il y a plusieurs espèces de caméléons. Là, on en a, j'en ai mis quelques-unes, panthère, voile du Yémen, géant de Madagascar, nain du désert. Et en fait, ces caméléons, parfois, ils recherchent des partenaires. Et ben, ils font comme tout le monde, ils vont sur Tinder. Donc le l'image d'après, on a une classe Tinder, en fait, et il y a une méthode, changer couleur pour séduire, et on lui donne un caméléon. Et il va regarder quel type de caméléon c'est. Est-ce que c'est un caméléon panthère ou un voile du Yémen ou un nain du désert? Si c'est un caméléon panthère, eh ben, il va changer en bleu, rouge, jaune, orange. C'est true fact, hein, pour draguer des femelles caméléons panthères, et il se met comme ça. Et le voile du Yémen, il va se mettre en vert, jaune, bleu pour, voilà, pareil, pour séduire. Alors que celui du nain du désert, entre beige pâle et beige foncé, il y a pas grand-chose. Donc, lui, il change pas de couleur. Donc là, à ce moment-là, on a un Elsif, bah là, on fait rien. Parce que c'est pas ça. Et donc là, on voit que, en fait, suivant le caméléon que je fournis, je suis obligé de regarder son type, pour savoir, ce que je dois faire. Et si je n'ouvre pas cette classe Tinder, mais que je l'appelle de l'extérieur, j'ai l'impression qu'il va changer de couleur pour séduire n'importe quel caméléon que je lui fournis. Or, on voit que Mhm. quand on ouvre la classe, pour le nain du désert, non, ça fait rien. Donc, les caméléons ne sont pas substituables. Donc c'est là où ça valide pas le principe de Liskov de substitution. Et donc là, pour changer, bah, c'est la classe d'avant, la page d'avant. Ah, Ça avait été un peu ouais. vite. Donc pour changer, la classe Tinder, en fait, je l'ai renommée. Elle s'appelle pas, changer de couleur pour séduire, elle s'appelle séduire. On lui passe un caméléon et là, pareil, elle prend le caméléon, elle lui dit: «Bah, déclenche-moi ton mode de séduction». Donc, qu'est-ce qu'il fait? Donc le panthère, lui, bah, c'est quoi déclencher le mode de séduction? Bah, c'est faire bleu, rouge, jaune, orange, comme j'avais dit tout à l'heure. Et le nain du désert, eh ben, lui, peut-être qu'il change pas de couleur, peut-être qu'il fait une danse. Mais en tout cas, comme on dit pas: «Change de couleur», on dit: «séduire», et qu'on lui dit pas, «Change de couleur», on lui dit: «Déclenche ton mode de séduction». À ce moment-là, on n'est pas surpris, en fait. C'est aussi, le principe de moins de surprise. On n'est pas surpris, donc tous les camions sont substituables et on n'a pas, l'impression qu'il va faire quelque chose alors que ça fait autre chose ou ça fait rien. Et quand on a cette impression-là, c'est là qu'on peut engendrer des bugs, en pensant que ça va faire quelque chose et ça fait pas ce que ça faisait dans un cas précis, parce on analyse les instances plutôt que voilà, parce qu'on analyse les instances et qu'on fait des comportements différents suivant l'instance. Mhm. Donc, il faut faire ce que je viens de faire. Un signe qu'on a besoin d'LSP, c'est quand on regarde les instances, hein. Donc chez vous, en C# c'est is, mais tous les langages ont leur, analyse d'instance. Dès qu'on fait ça, c'est qu'a priori, il y a un problème. Mais voilà, c'est pas, faut être pragmatique, hein, peut-être qu'il y a besoin de le faire, mais si on a une série comme de les if là, Mhm. c'est qu'il y a sûrement un problème. Ah putain, faut que je corrige mon code là. Je vais vous laisser. Ok, non, Heu, bah, pour l'instant, l'énoncé du principe est compliqué, mais en réalité, son oui, application est relativement tout à fait, simple, quoi. tout à fait. Bah, ça vient d'une formule mathématique, donc du coup, voilà, Mm. le Ouais. lancer est mathématique, mais en fait, c'est juste qu'il faut pouvoir interchanger, ce qu'on passe sans, qu'il y ait de surprise. Pour le i, alors le i, c'est quand même assez simple, c'est l'interface ségrégation de principal, c'est qu'il faut, ségréguer vos interfaces et pas avoir des interfaces, au kilomètre pour tout. Donc tout le monde comprend ça, tout le monde dit: «Oui, bah, c'est normal», et puis dans les faits, on voit toujours, un service qui a son interface service, un repository qui a son interface repository, et cetera, et en gros, c'est toujours du un pour un et on voit très peu d'interfaces, découpées. Alors Donc il faut attention, vraiment ouais, pas surdécoupé, parce que j'ai aussi travaillé sur des projets où c'était surdécoupé, notamment un repository qui était découpé en 2 ou 3 interfaces, et là, pour le coup, c'est aussi une mauvaise idée. C'est comme tout, je pense que l'expérience fait qu'on voit, à un moment ou à un autre, comment appliquer tel ou tel pattern, mais il faut pas, j'aurais tendance à dire: commencer par des choses grosses et après essayer de les découper en fonction de tous les besoins. Ça sera toujours plus simple dans ce cas-là que de surdécouper et après se rendre compte que, bah, que c'était la mauvaise option parce que rassembler des choses, ça peut être, plus compliqué. ouais, comme d'habitude, il faut toujours être pragmatique et pas rentrer dans le Ouais. dogme en disant: «Il faut appliquer ça», parce que dans tout, hein,
Quand on va à l'extrême, c'est pas bon. Donc il faut faire attention. Et donc là, on a une prairie avec plein d'espèces qui coexistent. Et chaque espèce a des caractéristiques différentes. La densité, hein, l'herbe, il y a plein d'herbes, les fleurs, il y en a un peu moins. Ils sont un peu disséminés. Elles ont des racines différentes dans le sol, des feuilles différentes et des méthodes de reproduction différentes. Et donc tout ça coexiste dans la prairie. Et si je représentais ça sous forme de code, j'aurais une interface caractère botanique fleuri avec 4 méthodes: fournir espace, enfoncer racine, diffuser odeur, produire nectar. Et du coup, je créerai une classe herbe qui implémente cette interface. Et donc, je suis forcé, vu que j'implémente cette interface, d'implémenter les 4 méthodes: fournir espace, enfoncer racine, diffuser odeur et produire nectar. Donc, dans le cas d'une herbe, diffuser odeur, bah, je fais rien parce que, à part si on me coupe, je diffuse pas d'odeur en continu. Et produire nectar, bah, là, j'ai pas rien fait, j'ai levé une exception en disant: «Ah, je sais pas produire de nectar». Donc là, c'est un peu plus cool que celui d'avant, hem, sauf qu'on verra le problème qu'à l'exécution. Donc en fait, on a une herbe qui se camoufle, en fleur, mais en fait, une herbe, c'est pas une fleur. Donc elle doit pas avoir toutes les caractéristiques d'une fleur. Donc il faut découper. Il faudrait plutôt découper là, je l'ai fait en 4 interfaces. Une interface terrain de prairie avec, la méthode fournir espace, l'interface racine avec la méthode enfoncer racine, l'interface parfum avec la méthode diffuser odeur et l'interface producteur nectar avec produire nectar. Et donc la fleur, elle implémente ces 4 interfaces parce qu'elle sait faire les 4 caractéristiques. Alors que la slide d'après, l'herbe, elle implémente que 2 caractéristiques, terrain, prairie et racine, parce que le reste, elle ne sait pas faire. Donc on n'oblige pas quelqu'un à implémenter quelque chose qu'il ne sait pas faire. Parce que ça va donner des choses comme je fais rien ou je laisse des exceptions. Et si je n'ouvre pas cette classe-là, je ne sais pas. Et donc je l'appelle en pensant que ça va faire quelque chose et ça va faire rien. Ou au pire, ça va lever une exception et donc ça va me planter mon code. Et du coup, après, je devrais revenir dessus. Mais mince, pourquoi ça va me lever une exception, etc. Mhm. Donc, voilà, ne forcez pas les classes à implémenter des méthodes qu'elles ne savent pas implémenter. Donc les 2 signes, c'est ce que j'ai dit. Les signes d'un besoin d'ISP, c'est la méthode qui fait rien ou qui lève une exception. Ouais, c'est toujours pareil. C'est les interfaces, on dit souvent, enfin, il y en a qui disent que c'est pas du code, mais il faut réfléchir autant que pour l'implémentation du code, à la définition de ces interfaces pour être sûr qu'elles ont une réelle utilité et qu'elles sont pertinentes par rapport à son application, quoi. Ouais, tout à l'heure, je parlais d'architecture hexagonale. C'est typiquement le truc qu'on fait pour ne pas que le code métier discute avec la technologie. On discute avec des contrats qui sont exprimés sous forme de, de métier. Et derrière, on implémente telle ou telle implémentation technique qui, là, fait des trucs techniques Hmm. qui, du coup, on peut changer ou on peut faire autre chose sans impacter le métier. Donc la dernière lettre, pardon, C'est D. de solide, c'est le D, hein, c'est logique. C'est le principe d'inversion de dépendance. La définition, c'est les modules de haut niveau ne doivent pas dépendre des modules de bas niveau. Les deux doivent dépendre d'abstraction. Et les abstractions ne doivent pas dépendre des détails. Les détails doivent dépendre d'abstraction. Voilà, quand j'explique ça, les gens disent c'est quoi un haut niveau, c'est quoi un bas niveau, ok. Et puis je fais quoi dans le code finalement? Et là, on lui explique, bah, c'est comme une prise électrique. Quand tu dois brancher un appareil, tu n'as pas besoin de démonter la prise pour brancher les trucs avec des fils. Ouais, ok, j'ai bien compris avec la prise, mais j'ai toujours pas compris avec mon code comment ça marchait. Du coup, on va faire appel encore à notre abeille et nos fleurs, toujours pareil. Donc la fleur attire l'abeille via une odeur, et l'abeille vient collecter du pollen. Et quand elle collecte du pollen, bon, elle se vautre dans la fleur, et après elle va changer de fleur, parce qu'elle est attirée encore par l'odeur, et elle va se vautrer encore dans l'autre fleur pour prendre encore du pollen, mais en se vautrant, elle libère le pollen qu'elle avait pris de la fleur d'avant. Et c'est comme ça que les fleurs sont pollinisées, c'est comme ça qu'elles se reproduisent. Donc elle attire l'abeille et en même temps l'abeille libère, donc c'est un cercle vertueux. Et donc si on tue les abeilles, bah, il n'y aura plus de graines, il n'y aura plus de fruits, donc ne faites pas ça. C'est un rôle crucial pour nous nourrir. Donc ça remplit nos frigos. Donc si je mets ça sous forme de code, là j'ai une classe abeille qui a une liste de pollen. Voilà, elle possède une liste de pollen et là j'ai mis, elle a une marguerite, on fait un new marguerite, donc elle sait échanger du pollen avec la marguerite. Mais là, on a une
un couplage fort entre l'abeille et la marguerite. Et là, si elle voit une autre fleur Une rose. comme une lavande, c'est le slide d'après en fait. Donc Pardon. là, elle a un couplage fort, donc voilà, elle est enchaînée à la marguerite parce qu'il y a un new en dur. Et donc si elle voit une lavande, elle est en colère parce que c'est pas butiner une lavande. Donc c'est pas très évolutif tout ça. Donc dans le code d'après, plutôt que butiner directement la marguerite, j'ai créé une interface fleur avec pareil la méthode échange de pollen où j'ai une liste de pollen en entrée et une liste de pollen en sortie. Et donc la marguerite, c'est quoi? Bah, c'est une implémentation, de la fleur. Donc je dois implémenter cette méthode, échange pollen. Peu importe ce qu'il y a dedans, on s'en fiche. Et donc l'abeille, dans le slide d'après, elle a toujours sa liste de pollen, mais cette fois elle a pas marguerite, elle a fleur. Donc elle sait butiner une fleur. Elle sait échanger du pollen avec une fleur. Mais elle ne sait pas quelle fleur elle est en train d'échanger du pollen. Donc ça peut être très bien une marguerite, comme une lavande, peu importe en fait. Et donc là, on voit qu'on a un couplage, on n'a pas un couplage fort entre abeille et marguerite. On a abeille qui dépend de fleurs et marguerite qui implémente fleurs. Et c'est ça l'inversion de dépendance. C'est de ne pas avoir quelque chose qui implémente directement, qui appelle directement quelque chose, mais d'inverser les dépendances, d'avoir quelque chose au milieu, une interface qui va permettre de ne pas coupler fortement les deux objets. Ouais, Donc et on j'allais a, dire en .NET, c'est quelque chose qui au début était complètement ignoré et qui est apparu il y a seulement, on va dire une dizaine d'années, vraiment fortement dans le code, quoi. il a fait ça. Donc le module de bas niveau, c'est la marguerite, et le module de haut niveau, c'est l'abeille. Donc on a une relation mutuellement bénéfique sur celle d'après, entre le module de haut niveau qui est l'abeille et l'abstraction qui est la fleur, et entre cette abstraction fleur et les modules de bas niveau, marguerite, lavande, etc. Et c'est aussi comme ça que je parlais tout à l'heure d'architecture hexagonale, qu'on peut changer des technologies sans impacter le métier, parce que on parle que à des abstractions qu'on forme sous forme enfin, qu'on met sous forme de métier, sans savoir qu'est-ce qu'il y a comme technologie. Donc, par exemple, quand on dit je veux rajouter quoi? Je veux rajouter un article à mon panier. Ou je veux ajouter une adresse. Si j'ai plein de maisons, allez, j'ajoute une adresse. Je dis ajouter une adresse. Je ne dis pas persister une adresse ou sauvegarder une adresse. Parce que là, derrière, j'ai une notion de sauvegarde, donc de persistance. Et peut-être que je vais appeler un autre service qui va faire ça pour moi, ou je vais stocker sur un fichier, ou je vais appeler une base de données. Mais voilà, j'abstrais ça sous forme de règles métiers. Et derrière, bah, je vais peut-être avoir quelque chose qui va se connecter à une base et faire un insert dans la base. Mais c'est son métier à lui de technologique. C'est probablement le pattern le plus important de Solid parce que ça limite le couplage et donc forcément ça va augmenter la testabilité du code. Et effectivement, c'est parfait pour créer des ports secondaires, isoler vraiment les sorties, c'est-à-dire tous les outils qu'on va utiliser dans l'application et faire en sorte qu'on ait un code métier qui soit décorrélé potentiellement de sa base de données. Et ça, pour apporter justement de la qualité via le fait d'avoir des tests, c'est hyper important, quoi. Oui, ça permet aussi, ouais, de tester des choses en isolation. On n'est pas obligé de tester des règles de l'algorithme jusqu'à la base de données. On peut, dans nos tests, à la place de la vraie implémentation, mettre un bouchon ou autre chose qui va simuler le comportement qu'on veut côté technologie pour pouvoir implémenter nos règles. C'est hyper important, ouais. Et donc, avant de manger, donc, adopter le biomimétisme, donc s'inspirer de la nature, soit pour faire comme elle fait, comme le figuier étrangleur, ou des moyens mnémotechniques comme dans Solid, il y en avait plein. Donc, ne devenez pas addict aux bugs, ne faites pas des refontes Big Bang, forcément, hein, ça dépend, hein, parfois ça peut être utile, mais voilà, c'est une question à se poser. Il n'y a rien qui est toujours, il faut toujours faire comme ça. C'est toujours en fonction d'un contexte, et cetera. C'est sûr que si j'ai un mainframe qui me coûte cher, peut-être que je vais faire une refonte Big Bang sur quelque chose de plus moderne, hein, qui va me coûter moins cher. Peut-être, peut-être pas. Hem Et donc, surtout ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut observer et respecter la nature. Hem et en parlant de nature, n'imitez pas juste pour imiter, hein, ne faites pas le mouton.
J'ai appelé ça la guerre des moutons. Ne faites pas des microservices parce que Netflix le fait ou le cloud qui divise par 100 la facture, ou faire de la blockchain parce que tiens, c'est à la mode ou de la réalité virtuelle ou aujourd'hui c'est quoi? Bah, c'est l'IA. Ça, Voilà, faut pas c'est un slide qu'il faudrait afficher en gros de partout. il faut pas forcément s'inspirer de la nature, intégralement. Toujours se poser des questions de: «Pourquoi je fais ça? Est-ce que j'ai vraiment besoin? Ou est-ce que je pourrais pas faire plus simple avant et après aller, je pense aux microservices, sur microservices après sur certaines parties si j'ai vraiment le besoin, mais pas en mode, mimétisme, sans réflexion». Ouais. Pareil, ouais, l'IA, bon ça c'est une slide qui date maintenant, mais on disait en 2023 ça va révolutionner, 2023. Il y en aura partout et tout ça. Alors c'est sûr que tout le monde maintenant sait ce que c'est et tout le monde peut se connecter à un ChatGPT, mais de là à en avoir dans toutes les applications qu'on utilise, pas forcément. Moi, ce qui a révolutionné 2023, c'est plutôt ça, le bouchon, solidaire là, sur les bouteilles et d'ailleurs pour moi c'est une tannée, ça Oui, c'est en bien ou en mal, hein. voilà. Celui qui c'est peut-être bien pour l'écologie, mais pas pour boire, c'est horrible. En tout cas, parfois je bois des trucs de yaourt et bah, voilà, c'est super. Ouais, Ça met des gouttes partout, on voit que tu as mangé du yaourt. c'est pas terrible. Mais en tout cas, observez et respectez le monde du vivant, et prenez ce qui est bon à prendre et ne prenez pas ce qui est pas bon à prendre. Je finirai par une phrase de Ralph Waldo Emerson qui a vécu, au 19e siècle, qui disait que l'idéal de la vie, c'est pas l'espoir de devenir parfait, c'est la volonté d'être toujours meilleur. OK, bon, bah, écoute, c'était très intéressant. C'est vrai que ça nous permet il y a les grands principes et moi, ce que je retiens aussi, c'est qu'il y a ces grands principes à retenir, à appliquer, mais également toujours de bien observer, de réfléchir avant de foncer et de pas appliquer, de façon dogmatique, un certain nombre de principes, quoi. Exactement. Arnaud, tu voulais rajouter quelque chose? C'est, la presse, non, nickel, ça tombe bien parce qu'en plus, j'avais pas pu l'avoir à Gilles Pays Basque, parce qu'en tant qu'orga, on court un peu partout non, très intéressant, totalement en raccord avec le contenu. Faut pas oublier effectivement que quand on est la petite PME du coin, on n'a peut-être pas les mêmes problématiques que Google. Donc ne pas chercher à vraiment, copier tout ce qu'ils font. Après, c'est comme tout, moi la stratégie que j'ai tendance à appliquer, c'est, me nourrir à droite à gauche de tout ce qui peut m'aider dans un contexte donné. Ça permet de prendre de petites choses et faire en sorte d'améliorer le quotidien et progressivement, faire en sorte que nos codebases, soient refactorés ou qu'on utilise telle ou telle chose et ne pas chercher effectivement à faire quelque chose de parfait. Parce que en étant plus jeune, j'ai cherché l'archi parfaite qui au final n'existe pas. C'est juste qu'il y a un contexte pour tout et en fonction du contexte, il faut s'adapter au mieux et toujours être dans une dynamique positive d'améliorer les choses, pour, se faciliter, la vie et toujours être en capacité de shipper, toujours plus et mieux. Ouais, Va sur les réseaux sociaux, il y a plein de gens qui te montreront ce que c'est que l'archi parfaite. toujours. Les anglophones disent: «Il y a pas de silver bullet». Le silver bullet, c'est la balle en argent qui tue le loup-garou à tous les coups. En informatique, on n'a pas ou en architecture et cetera, on n'a pas cette silver bullet qui marche à tous les coups et pour piquer, la phrase de Pierre, Criulancy, voilà, je vais y arriver. Il disait: «Il y a pas de silver bullet, mais il y a un silver barillet». Donc, avoir plein de connaissances qui permettent de tirer la bonne balle, au bon moment, et donc Ouais. il faut se nourrir de tout ce qui existe pour pouvoir, dégainer le bon truc au bon moment, dans le bon contexte, et changer s'il faut changer à un moment parce que le contexte a changé, voilà, on a plus d'utilisateurs, on a plus de machins et donc on va changer notre, un bout d'architecture ou autre chose. On évolue. Après aussi, il faut pas oublier que l'expérience, il fait pas mal mais quand je parle d'expérience, c'est plutôt la somme des erreurs qu'on a pu, commettre et l'erreur est aussi un mode d'apprentissage. C'est en faisant quelque chose, on fait une erreur, surtout quand on doit maintenir cette codebase, l'erreur qu'on a fait à un instant T, on va la payer pendant un petit moment et du coup, ça permet des fois de mettre le point sur quelque chose et l'erreur nous permet d'apprendre et on la corrige et cetera. Donc capitaliser là-dessus et des fois, faut savoir être patient et prendre le temps
apprendre le logiciel, je pense que ça prend quand même un minimum de temps, quoi. Et toujours capitaliser potentiellement sur son expérience et donc du coup les erreurs qu'on a pu commettre et trouver surtout les solutions qu'on a trouvées pour les résoudre. Ouais, il faut absolument donner à l'équipe le droit à l'erreur. Alors, le droit à l'erreur, ça ne veut pas dire 15 fois la même erreur, mais c'est-à-dire qu'on a le droit de se planter, d'apprendre et de ne plus refaire. Et oui, Ok. c'est sympa. Bon, bah, écoutez, merci, c'est très intéressant. Écoutez, j'espère que cet épisode vous aura plu. On va se retrouver sans doute d'ici une quinzaine de jours pour notre table ronde. En attendant, merci Christophe, merci Arnaud, peut-être qu'on se reverra une autre fois. Et sinon, bonne soirée. Ciao tout le monde. Bonne soirée. Bonne soirée, merci pour l'invitation. Au revoir. Au revoir.